Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui et de participer à ce webinaire sur les partenariats CBU-JU. On attend encore quelques petits instants pour permettre les dernières connexions et on va démarrer dans 2 petites minutes. Voilà. Solène, est-ce que tu peux me dire s'il y a déjà de participants qui ont augmenté? Je pense qu'on est 21 aujourd'hui. OK, on peut démarrer, n'est-ce pas? Vous voyez bien mon écran? Oui, on va bien. Parfait, merci. Donc, merci d'être aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur les partenariats européens d'innovation dans la bioéconomie et notamment sur les appels à projets du partenariat Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking. Avant de commencer, quelques petites informations. Donc, le webinaire est enregistré. Les micros et les caméras des participants sont désactivés. Et pour poser vos questions, vous pouvez utiliser l'onglet de conversation à la droite de votre écran. Vous pouvez l'utiliser tout au long du webinaire. Les réponses seront données à la fin. Les participants recevront le support des présentations ainsi que les liens vers les replays. Et une dernière demande de notre part, merci, une fois que vous avez participé à ce webinaire, de remplir les questionnaires de satisfaction. Cela nous permettra d'évaluer ces webinaires et de nous améliorer par la suite sur les prochaines actions. Un petit rappel de l'agenda, après quelques mots d'introduction. Donc, on parlera du partenariat CBJU sur les conditions des appels à projets, les règles des participations. On vous expliquera comment déposer un projet pour arriver ensuite sur un focus sur l'appel à projet 2025 et Innovalliance ainsi que les autres pôles partenaires de cet événement se sont concertés pour identifier 4 appels sur lesquels on fera 4 appels portant sur des thématiques sur lesquelles on fera un focus principal. Par la suite, on aura les retours d'expérience d'une PME française qui s'appelle Compositech, membre du pôle de compétitivité Polyméris et partenaire du projet Bionterre, lauréat du dispositif CBJU. On parlera enfin de l'accompagnement des pôles de compétitivité à l'Europe pour arriver aux fameuses questions et réponses. Moi, je m'appelle Sarah Botti, je suis responsable Europe au sein d'Innovalliance, qui est le pôle de compétitivité du végétal et de la naturalité. Nous avons un réseau de 350 adhérentes, mais notre écosystème est bien plus large et nous sommes basés sur le sud-est de la France. Notre mission est celle de soutenir la transition écologique et technologique de l'agriculture au service des 4 filières industrielles qui sont l'agroalimentaire, la nutraceutique, la cosmétique, les arômes et les parfums. Nous travaillons au bénéfice, nous accompagnons nos adhérents à l'émergence des projets d'innovation et nos adhérents, nous en avons plusieurs typologies. Nous avons des entreprises, des filières et de toutes tailles. Nous avons les offreurs de solutions technologiques, nous avons des centres techniques et des laboratoires de recherche, nous avons des établissements de formation, mais aussi des organismes interprofessionnels et des autorités publiques locales. Nos domaines d'action stratégique se portent sur la durabilité des ressources végétales, sur la production éco-performante et l'éco-conception et sur le consommateur et la performance des produits finis. Comme tous les pôles de compétitivité, nous offrons plusieurs services pour accompagner nos adhérents sur leurs projets d'innovation. Donc, nous les aidons à développer leur réseau à travers des événements, des B2B, des événements de réseau. D'ailleurs, sachez que demain, il y a
la fête d'anniversaire du pôle de compétitivité d'Innovalliance à Avignon et notamment il y aura toute une session de l'AG et une session de B2B. Nous accompagnons en fait nos adhérents en fait à accélérer l'innovation à travers des lymphoveilles techniques et des financements. Nous organisons aussi des événements techniques, des groupes d'émergents. Nous aidons les membres à structurer leurs projets d'innovation, labellisons les projets, etc. Mais nous aidons aussi nos adhérents dans leur croissance à travers la mise en relation avec des experts, des infoverts sectoriels, la veille sur le marché, des études consommateurs, etc. Aujourd'hui, pour organiser ce webinaire, nous l'avons organisé en collaboration avec 4 autres pôles de compétitivité qui sont partenaires de cet événement et qui sont positionnés sur des filières qui sont parfois complémentaires à celles d'Innovalliance. Donc, on parle de pôle de compétitivité Xylo Futur, positionné sur la filière bois et forêt, Polyméris sur les filières caoutchouc, plastique et composite, Valorial sur la filière agroalimentaire et Novachim, sur la filière chimie et matériaux. Ces pôles de compétitivité sont actifs sur différentes régions françaises. Pour ma part, je ne m'arrête là et je pense qu'on peut passer à la présentation de ces partenariats Circular Biobase Europe Joint Undertaking et pour cela, je demande l'aide de notre membre, le cabinet P&O Consulting France. Donc, merci Sarah. Merci. Je vais partager ma présentation. Ça va arriver. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. J'espère que c'est bon. Très bien. C'est tout bon. Très bien. Donc, bonjour à tous. On va commencer la présentation de ce partenariat CBE. Tout le contenu de cette présentation est basé sur les divers documents du programme et notamment sur l'infodé organisée par le CBE en avril dernier. Comme l'a indiqué Sarah, notre présentation va se décomposer en 4 parties. Une présentation générale du programme avec le timing, les deadlines, les conditions pour candidater, les conditions d'éligibilité, d'admissibilité, les critères d'évaluation, les différents types de participation possibles pour vous, pour comprendre comment vous pouvez être impliqué dans ce type de projet. On parlera également des différences entre les différents types d'actions financées par le CBE. Ensuite, on va vous partager la liste complète des 13 appels à projets ouverts pour cette année et on se concentrera, comme Sarah l'a dit, sur 4 d'entre eux qui probablement vous intéresseront. On vous donnera des recommandations sur la base de notre expérience, des astuces, des éléments importants à garder en mémoire pour une proposition gagnante. Et pour finir, on vous présentera notre société P&O qui a une grande expérience du programme CBE et on vous partagera nos références et comment on peut vous accompagner. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Noémie Planchon, consultante senior chez Arctic, qui fait partie du groupe P&O, qui est spécialisé en financement de l'innovation. Mon background est dans l'ingénierie industrielle. Je travaille sur le CBE depuis 2020. Je coordonne la campagne CBE pour Arctic et P&O France. Et à titre personnel, j'ai participé au montage de 3 flagships retenus. Le programme CBE, en quelques mots, donc c'est un partenariat public-privé entre la Commission et le BIC, le Bio-Based Industries Consortium. Le CBE fait partie du programme Horizon Europe, qui est le programme de recherche et innovation de la Commission européenne qui s'étend entre 2021 et 2031. Si je peux vous recommander 2 documents importants si vous voulez avoir plus d'informations sur le CBE, c'est le Annual Work Programme, le AWP, qui présente tous les appels à projets ouverts chaque année, et le SRIA, le Strategic Research and Innovation Agenda, qui est le document chapeau, qui est la base des Annual Work Programmes et qui présente de manière plus large les objectifs du CBE, les priorités, la stratégie, les résultats et les impacts attendus des projets. Et vous
pouvez y trouver des informations très importantes, notamment quel feedstock est éligible et ce qui n'est pas éligible. Donc, je peux vous dire quelques mots à ce sujet, mais n'hésitez pas à consulter ces 2 documents. En termes de feedstock, le programme CBE finance des projets axés sur le développement de produits biosourcés, produits chimiques, matériaux, ingrédients pour l'alimentation humaine et animale, nutriments pour le sol. Ce qui n'est pas éligible, c'est tout ce qui est biocarburant, bioénergie, dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, denrées alimentaires et animales. Par contre, comme je vous l'ai dit, les ingrédients sont éligibles. Le programme CBE, donc peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler ou ont peut-être déjà entendu parler de son prédécesseur qui s'appelait le BBI, Bio-Based Industries. Le BBI s'est étendu de 2014 à 2020 et le CBE a ensuite pris le relais avec Horizon Europe. Et depuis donc, le démarrage du BBI, le BBI et le CBE ont démontré des impacts très forts. Hein. Je vous ai mis sur ce slide les chiffres clés qui témoignent de l'ampleur de ce programme. Depuis 2014, le BBI et le CBE ont financé ont investi dans plus d'un milliard d'euros dans des projets innovants, attirant plus de 3 fois plus d'investissements privés. La famille BBI et CBE représente 43 pays, plus de 1500 bénéficiaires avec, comme vous le voyez, une part très importante de PME, 35%, mais aussi d'universités et de centres de recherche. Le programme CBE fait partie du programme Horizon Europe, donc il suit les grandes lignes du programme, mais il a aussi ses spécificités qui lui sont propres et qu'on va vous présenter. À noter que, donc je fais la présentation en français, mais toutes les slides sont en anglais. On a procédé ainsi pour des raisons d'efficacité et de simplicité, puisque Horizon Europe et le CBE ont leur propre terminologie. Donc, on a préféré réutiliser les termes exacts. Comme ça, si vous voulez rechercher plus d'informations sur un élément précis, vous pouvez le retrouver facilement dans les documents du CBE. Donc, notamment le AWP et le SRIA dont je vous ai parlé. En termes de timing et de deadline, le call est ouvert depuis avril dernier. Vous avez jusqu'au 18 septembre, 17 h pour soumettre électroniquement votre proposition sur le portail de la Commission européenne. Ensuite, les propositions sont évaluées pendant le dernier trimestre 2025. Vous aurez les résultats au plus tard, en général autour du 18 février de l'année prochaine, donc que les résultats soient positifs ou négatifs. Les propositions avec les plus hauts scores qui sont retenus sont invitées à préparer le Grant Agreement, qui est la convention de subvention entre la Commission européenne et les bénéficiaires du projet. Cette préparation, elle s'étend en général entre janvier et février, suivant l'annonce des résultats, jusqu'à maximum le mois de mai. Le CBE fixe une date butoir pour la signature des Grant Agreements. En général, c'est autour du 20 mai. Et une fois que vous avez signé le Grant Agreement, votre projet peut démarrer. Et par défaut, cette date de démarrage, elle est fixée au premier jour du mois qui suit la signature du Grant Agreement. Donc, si vous signez le Grant Agreement en mai, votre projet démarrera le 1er juin 2026. Donc, ça, c'est une date importante à garder en mémoire dès lors que vous commencez à préparer votre proposition, puisque c'est sur cette base que vous devez construire votre planning. Et si votre projet repose sur un feedstock qui implique certaines contraintes, par exemple en termes de saisonnalité, c'est important de se baser là-dessus. En termes d'éligibilité, donc une fois votre proposition soumise, la commission va vérifier qu'elle est éligible. Donc vous avez la règle de 3 pays. Il faut que votre consortium représente minimum 3 pays différents, avec 3 entités juridiques indépendantes les unes des autres. Il vous faut au moins un État membre et au moins 2 autres pays, États membres ou pays associés au programme Horizon Europe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à consulter le site de la Commission européenne qui présente toutes les catégories éligibles et qui fournit la liste de tous les pays associés.
À noter également que les organismes publics, organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur doivent avoir un Gender Equality Plan, c'est une condition d'éligibilité. Et pour conclure, c'est la première étape à valider dès le montage de votre consortium. Il faut vous assurer que vous ayez bien les 3 pays. C'est une condition obligatoire. Et comme vous pouvez le voir, l'année dernière, 9 propositions sur les 298 soumises n'ont pas passé cette étape. Ce qui est dommage puisque ça s'arrête là pour elles. Elles ne sont même pas évaluées. Si votre proposition est éligible, la commission procède à l'étape suivante qui est la vérification de l'admissibilité. Donc, bien sûr, votre proposition doit être soumise électroniquement sur le portail de la commission avant la deadline, donc jusqu'à 17 h. Après 17 h, vous ne pouvez plus soumettre, c'est trop tard. Votre proposition doit être complète, donc comporter tous les éléments obligatoires demandés par le CBE, lisible, accessible, imprimable. Et vous devez également inclure dans votre proposition un plan pour la dissémination, communication, exploitation des résultats. Bien sûr, ce plan, vous allez l'affiner pendant les 6 premiers mois de votre projet et il va sûrement évoluer pendant la durée du projet, mais déjà dans votre proposition, vous devez montrer que vous avez une idée claire de comment vous allez communiquer sur les résultats, comment vous allez exploiter ces résultats. Donc typiquement avec une liste des conférences, des journaux visés, des plans d'exploitation par partenaire, etc. À noter aussi que des limites de pages s'appliquent à certaines parties de l'application. On va vous les présenter en détail dans les slides suivantes. Respectez bien ces limites puisque si vous essayez de télécharger un document qui excède cette limite, vous aurez un message d'erreur et les pages en trop seront automatiquement ignorées par les évaluateurs. Les différents types de participation possibles dans des projets. Donc, vous avez 5 catégories clés. La première qui est évidente, c'est en tant que bénéficiaire du projet. Les bénéficiaires signent le Grant Agreement, donc la convention de subvention entre la Commission européenne et les bénéficiaires qui définit les droits et les obligations. Vous avez également la possibilité d'être impliqué comme affiliated entity, donc un exemple très simple, une maison mère et sa filiale. Par exemple, la maison mère est bénéficiaire, la filiale peut être affiliated entity ou l'inverse. Donc, une entité affiliée effectue des tâches du projet et peut déclarer ses coûts pour être remboursés. Troisième catégorie, en tant que sous-traitant pour effectuer une partie des activités d'un bénéficiaire. Les sous-traitants ne signent pas le Grant Agreement. Les sous-traitants facturent leurs services au bénéficiaire qui peut à son tour déclarer les coûts qui sont éligibles au moment du reporting et se faire rembourser. Quatrième possibilité, en tant qu'entité tierce mettant à disposition des ressources matérielles ou humaines contre financement ou pas. Et s'il y a une contrepartie financière, le bénéficiaire peut budgéter ce montant dans son budget et déclarer les coûts au moment du reporting pour se faire rembourser. Et dernière catégorie, en tant que partenaire associé pour réaliser des tâches du projet, mais les partenaires associés ne déclarent pas leurs coûts et ne reçoivent pas de funding pour 2 raisons possibles, soit parce qu'ils ne sont pas éligibles, donc par exemple des pays tiers qui ne sont pas associés à Horizon Europe, ou tout simplement parce qu'ils ne le souhaitent pas pour des raisons qui leur sont propres. Donc, vous voyez un peu les différents types de participation possibles. Dans un projet, ce qui est important, c'est de couvrir toute la chaîne de valeur du projet, depuis le feedstock jusqu'au produit, en passant par la transformation. Et vous voyez que vous avez plein de mécanismes que vous pouvez activer pour impliquer correctement les différents acteurs de votre projet. Donc, les niveaux d'engagement, bien sûr, sont différents. Mais en tout cas, c'est important de couvrir toute la chaîne de valeur et de montrer que vous respectez ce que le CBE appelle la multi-actor approach. Si vous consultez la description des topics, vous verrez que ce terme revient très fréquemment.
Si il n'est pas possible qu'une entité, une partie prenante de votre projet soit impliquée via l'un de ces types de participation possibles, vous avez toujours l'option d'inclure des lettres d'intérêt, lettres de support, protocoles d'accord de la part de ces parties pour montrer leur support au projet. Et dernier recours, vous pouvez aussi mettre en place un advisory board, donc un groupe de plusieurs entités, mais il faut que ce groupe soit complémentaire, qu'il ait un rôle précis et en général, un budget est dédié pour couvrir leurs frais de voyage puisque souvent, les membres de l'advisory board participent à des réunions du projet. Vous pouvez vous appuyer sur eux pour obtenir des inputs nécessaires, un feedback sur des documents du projet, sur la stratégie, des inputs sur le marché, etc. Je vais vous présenter maintenant les différents types d'activités financées par le CBE et leurs différences. Donc, on en a 4, les Research and Innovation Actions, RIA, les Innovation Actions qui se décomposent en 2 parties, les IA démo, démonstration, les IA flagship qui sont plus matures, et pour finir, les Coordination and Support Actions. Les RIA, on est au niveau recherche, laboratoire, environnement simulé. On peut ou pas lever des verrous technologiques. Les RIA ne sont pas forcément coordonnés par des académiques et il est même justement important d'avoir dans votre consortium un certain nombre d'end-users, d'utilisateurs finaux, d'industriels pour valider la viabilité économique de votre projet. On monte en maturité avec les Innovation Actions démo, où là, on passe dans un environnement industriel. À la fin de ce projet, vous aurez fabriqué une certaine quantité de votre produit de qualité industrielle pour fournir vos clients finaux. Et on continue de monter en maturité avec les projets flagship qui sont un type très particulier de projet industriel. Donc là, on est vraiment sur de la première usine commerciale, grande échelle, première du genre en Europe, innovante, mais également mature. Donc pour un flagship, il faut déjà avoir démontré un stade démo. Donc pas forcément à travers un projet CBE, hein, c'est pas une obligation. Et là, voilà, vous allez monter en échelle et démontrer la première usine commerciale. Et pour finir, les CSA, qui sont des activités de coordination et de support pour soutenir l'adoption par le marché. Vous voyez sur ce slide la correspondance avec les niveaux de TRL, donc TRL pour Technology Readiness Level. Vous avez l'échelle à droite du slide qui est la base pour les projets Horizon Europe. Les projets RIA démontrent en général un TRL 3 à 5 en fin de projet. Vérifiez bien la description des topics puisque parfois le TRL 5 est attendu. Les projets IA démo démontrent un TRL 6 à 7 en fin de projet et les flagships démontrent un TRL 8. Les CSA ne sont pas des projets technologiques à proprement parler, donc on n'a pas cette notion de TRL. Et pour que vous compreniez un peu le passage d'un projet à un autre, on vous a indiqué les livrables et jalons clés qui déclenchent le passage. Donc pour un RIA à un IA, le livrable jalon clé, c'est un go-no-go pour lancer les activités de démonstration. Et si vous passez d'un projet RIA à un projet démo, l'objectif du démo, c'est de montrer que ce que vous avez démontré dans le projet RIA est toujours valable et viable à plus grande échelle. Le passage d'un démo à un flagship est caractérisé par la livraison d'un livrable clé qui est le process book, qui est le cahier des charges de l'ingénierie de base de la première usine, dans lequel vous avez une première estimation des CAPEX et de la taille de l'usine. En termes de taux de financement, les taux sont les mêmes que pour Horizon Europe, pour les RIA et les CSA, financés à 100%. Une petite différence pour les Innovation Action,
démo et flagship qui sont financés jusqu'à 60% des coûts éligibles, sauf si vous êtes non-profit. Là, vous êtes financé à 100%. À noter que pour les IA et en particulier les flagships, vous pouvez combiner le funding CBE avec d'autres financements. On pense en particulier à des financements nationaux de type première usine avec BPI France. Donc, on peut vous fournir un accompagnement pour vous aider à identifier les appels à projets les plus pertinents pour votre projet et vous aider à optimiser le financement. Parlons maintenant de l'ICOP. Donc, c'est une spécificité du CBE qu'on retrouve aussi dans d'autres partenariats publics-privés, dans d'autres secteurs. Ça peut paraître un peu complexe, mais je vous assure, c'est très simple. Donc, l'ICOP veut dire In-Kind Contribution to Operational Activities. On va tout de suite rentrer dans le concret avec l'exemple, avec le tableau que vous pouvez voir sur ce slide. Donc, ce tableau présente le budget d'un projet qui comporte un coordinateur et 4 bénéficiaires. Vous pouvez voir dans la deuxième colonne que le coordinateur et le bénéficiaire numéro 2 sont membres de la JU, donc membres du BIC, le Bio-Based Industries Consortium dont je parlais au tout début de la présentation. Vous avez pour chaque partenaire le total des coûts éligibles, le taux de financement et, par conséquent, le funding du CBE. Et dans la dernière colonne, vous avez l'ICOP. Donc l'ICOP, c'est simplement la différence entre le total des coûts éligibles et la contribution du CBE. Donc pour un industriel financé à 60%, l'ICOP, c'est les 40%, donc le non financé, donc le reste à charge. Et vous voyez qu'il n'y a de l'ICOP que pour les membres du BIC. Ça, c'est la condition. Il faut être membre du BIC pour pouvoir apporter de l'ICOP. Une fois que vous avez défini l'ICOP, vous faites la somme et vous le divisez par le total des coûts éligibles et vous obtenez un pourcentage. Ce pourcentage doit atteindre au minimum un seuil limite imposé par le CBE. Jusqu'à présent, seuls les Innovation Action, démo et flagship devaient respecter ce critère qui fait partie des critères d'évaluation. Et depuis cette année, c'est valable aussi pour les RIA. Alors, le seuil limite diffère d'un type de projet à un autre. Il faut atteindre minimum 5% pour les RIA, 15% pour les démos et 20% pour les flagships. Donc, vous comprenez que dans votre consortium, il faut à la fois un certain nombre de membres du BIC et de membres du BIC qui ne sont pas financés à 100% pour pouvoir avoir de l'ICOP. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête dès le départ dans le cadre du montage de votre consortium. Peut-être certains d'entre vous sont déjà membres du BIC. Pour ceux qui ne le sont pas, vous avez la possibilité de le devenir. Il faut que vous soyez membre avant la deadline pour pouvoir apporter de l'ICOP. La procédure est rapide et simple. Vous avez le lien sur le slide et vous avez 2 possibilités. Soit vous devenez un membre permanent directement, soit vous préférez attendre les résultats de votre proposition et vous pouvez devenir un membre temporaire. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Si votre proposition est retenue, vous devenez automatiquement membre permanent. Et si votre proposition n'est pas retenue, le CBE vous laisse le choix de devenir membre ou de vous retirer. Devenir membre du BIC et contre compensation financière sur une base annuelle. Je vous ai mis les montants en bas. Donc 30 000 € pour une grande entreprise, 5 000 pour une PME et entre 1 000 et 1 500 pour d'autres catégories. Être membre du BIC, ça vous offre un certain nombre d'avantages comme la possibilité d'influencer les topics, mais aussi de participer à des événements, d'être mis en relation avec d'autres acteurs, de participer à des activités de réseautage, etc. Point important, pour les RIA, donc comme vous l'avez compris, vous pouvez être financé jusqu'à 100% des coûts éligibles. Donc, avec cette exigence de l'ICOP, vous comprenez qu'il va falloir que certains partenaires dans votre consortium baissent volontairement leur taux de financement pour pouvoir apporter de l'ICOP. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Il y a
probablement des négociations qui seront nécessaires avec des partenaires pour pouvoir atteindre cette ICOP. Par contre, en général, pour les IA démos et les flagships qui sont financés à 60% pour les industriels, en général, l'ICOP est facilement atteignable. En termes d'évaluation, on retrouve les mêmes critères que dans Horizon Europe, excellence, impact, implémentation. Vous avez un certain seuil limite à atteindre pour que votre proposition puisse être retenue. Donc, chaque critère est évalué sur 5 points. Vous devez avoir minimum 3 sur 5 en excellence et en implémentation. Et pour l'impact, dans Horizon Europe, le seuil est de 3 sur 5. Dans le CBE, c'est un peu plus, c'est 4 sur 5, puisque le CBE est un programme très orienté sur l'impact. Et atteindre ces seuils ne suffit pas. Il faut également que vous atteigniez le minimum de 11 sur 15 pour continuer. Mais je peux vous dire déjà que 11 sur 15 n'est pas suffisant. Il faut vraiment viser beaucoup plus haut. Le programme CBE est très compétitif et en général, par exemple pour les RIA, il faut vraiment viser le 14,5 voire 15. Il peut arriver que des propositions aient le même score, alors le CBE applique certaines priorités. Pour les RIA et les CSA, il privilégie d'abord l'excellence, puis l'impact, et l'inverse pour les flagships. En termes de limite de page, dans votre proposition, vous devez inclure une description technique de votre projet qui suit ces 4 critères. Donc, vous aurez 3 parties dans votre dossier, une partie 1 excellence, une partie 2 impact, une partie 3 implémentation. Vous avez maximum 50 pages pour les RIA, 70 pour les IA et 30 pages pour les CSA. Donc, c'est un peu plus pour les IA et pour les RIA que dans Horizon Europe parce que le CBE a ses propres spécificités, vous demande un peu plus d'informations. Donc, c'est normal que vous ayez plus de place pour le faire. Et je vous ai mis également les différences en ce qui concerne l'ex-post assessment qui est demandé par le CBE pour démontrer la performance environnementale, la viabilité et la circularité de votre solution. Pour les RIA, vous devez avoir une tâche dédiée dans votre work plan et pour les IA, flagship inclus, une tâche dédiée, c'est possible, mais en général, c'est plutôt un work package complet pour réaliser une analyse de cycle de vie complète couvrant les 3 volets économique, environnemental et sociétal. Pour les aspects économiques, les exigences sont également différentes d'un type d'action à un autre. Pour un RIA, un business case qualitatif est attendu. Pour un IA démo, un business case et un business model quantifié. Et pour un flagship, c'est un business plan complet qui est attendu avec bien sûr le business case et le business model sous-jacent. Mais le business plan est un annexe obligatoire à soumettre. Dernière différence entre les types de projets. Donc là, c'est une particularité pour les flagships. Une fois que vous aurez soumis votre proposition, vous serez contacté par le CBE pour une audition organisée en général autour du mois de novembre pour partager un peu plus d'informations sur justement votre business plan puisque certaines données peuvent être sensibles et il arrive que certains candidats soient un peu réticents à l'inclure dans leur proposition. Donc, le CBE laisse aux candidats la possibilité de clarifier des éléments de leur business plan. Donc, le business plan, bien sûr, doit être complet au moment de la soumission. Le but de l'audition n'est pas d'ajouter des nouveaux éléments, mais plutôt de clarifier. Donc, en général, vous avez 5 participants à cette audition, vous avez une présentation à faire, vous recevez des questions en avance, vous devez préparer les réponses et vous pouvez clarifier votre business plan. À noter que le business plan porte en général sur le produit principal du projet qui est typiquement relié au coordinateur. Mais il est possible que d'autres partenaires en fassent partie s'ils sont impliqués dans la commercialisation future du produit ou si, par exemple, ils montent certaines applications du projet jusqu'à TRL8. Et cette année, le CBE a préparé un template à suivre avec les éléments à inclure dans votre business plan. Donc, c'est tout pour ma part. Je vais laisser la main
à ma collègue Anna Boitard. Merci pour votre attention. Merci Noémie. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le chat, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions et soit on les voit et on peut y répondre maintenant, soit comme disait Sarah, on y répond à la fin de la présentation. J'en profite pour me présenter. Donc, Anna Boitard, moi je suis chez PNO Consultant, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les projets européens, j'ai un background dans la gestion de projets européens. Et concernant mon expérience dans le CBI, j'en gère, enfin, on est partenaire dans 4 projets. Chez PNO, on est partenaire dans les Work Package Dissémination. Et donc, j'en gère 4 actuellement et j'ai participé au montage de 2 projets depuis que je suis chez PNO. Donc, les slides suivantes, c'est ce dont avait parlé Sarah au début, c'est des topics donc là, c'est tous les calls et après, il y a 4 topics spécifiques qui avaient été identifiés pour vous par les pôles qui ont préparé le webinaire aujourd'hui. Donc, on va aller plus en détail dans 4 topics. Donc là, vous avez toute la liste des appels de cette année. Donc, c'est bien indiqué qu'il n'y a aucune compétition entre les topics. La compétition est à l'intérieur des topics. Lorsque vous soumettez, vous êtes en compétition avec d'autres consortiums qui ont soumis sur le même topic. Il y a 4 flagships, il y a 5 IA, 3 RIA et un CSA. Donc, je ne reviens pas sur le détail, Noémie vient de les expliquer. Vous avez, là, on a décrit exactement le budget qu'il y a par appel, pour chaque appel et le nombre de projets qui seront sélectionnés pour chaque appel. Donc, il faut diviser ce budget par 2, notamment pour les IA et les RIA. Parce que pour tous les IA et les RIA, il y aura 2 projets qui seront sélectionnés. Et pour les flagships, c'est un budget de 20 millions d'euros. Mais comme vous avez compris avec ce que Noémie avait expliqué, ça se justifie vu qu'en général, c'est une usine qui est mise en place à la fin du projet. Donc, ça vous donne une idée. Le budget total est de 172 millions d'euros pour 21 projets sélectionnés. Donc, on a séparé les différents appels avec 3, 3 thématiques différentes. Donc, tout ce qui va être sur la matière première, tout ce qui va être orienté plutôt marché et réindustrialisation et technologie. Donc là, vous avez les différents projets. Nous, on ne va pas rentrer en détail sur tous, mais ça vous donne une idée de la nature des projets qu'il peut y avoir. Donc, ça va des microalgues, du packaging basé sur les fibres, tout ce qui est chimique, textile, enfin, c'est très divers. Ça vous donne une idée assez large. Donc, plus en détail, Noémie, s'il te plaît, le premier appel qui avait été ciblé, donc c'est le RIA 1, la valorisation de la biomasse inexploitée, la biomasse forestière inexploitée. Donc ça, c'est un RIA. Le TRL, le niveau de TRL au début du projet, à la fin du projet doit être à 5. C'est à peu près 7 millions d'euros parce qu'il y aura 2 projets qui seront financés. Et la contribution européenne au projet de 3,5 millions d'euros. Donc ça, c'est ce que Noémie expliquait sur comment les budgets sont faits. Et c'est 100% parce que c'est un RIA, donc 100% de financement, de pourcentage de financement. Donc les résultats attendus pour ce projet, donc c'est tout ce qui va être adaptation au changement climatique, résilience des forêts, biodiversité, développement durable, une valeur ajoutée à la matière première originelle et tout ce qui est prise de décision qui va être éclairé via les recherches du projet par les propriétaires, gestionnaires de forêt, développement de nouvelles chaînes de valeur, des modèles commerciaux et technologiques qui vont être innovants et un engagement, une capacité d'engagement et d'innovation et aussi un impact sociétal positif dans les zones rurales. Donc ça, c'est les résultats qui vont être attendus. Et
plus en détail. Donc, le champ d'application, il est attendu de vous dans ce projet que soient développés des outils de planification et des technologies innovantes pour la récolte, le stockage et le pré-traitement de la biomasse forestière résiduelle et ou de faible valeur, donc qui est soit inutilisée, soit sous-utilisée. Et donc pour cela, ils attendent des démarches décentralisées en incluant des unités à petite échelle ou des unités mobiles ou des unités conteneurisées, en tenant compte des différentes difficultés qui vont être rencontrées, qui peuvent être rencontrées dans les différentes régions d'Europe et auprès enfin, par les différentes entreprises qui sont concernées. Donc, ils attendent également de développer la faisabilité des voies de conversion en produits chimiques et composés, donc tout ce qui est également matériaux et produits biosourcés, et d'évaluer la viabilité de ces nouveaux modèles d'entreprise autour des concepts qui sont décrits plus haut, et de tester tout ce qui est toutes les chaînes de valeur locales en optimisant la logistique, en valorisant le rapport coût-efficacité et en collaboration avec des hubs plutôt locaux et centraux pour tout ce qui est le process des centres de raffinage et de traitement. Et en plus de ces spécifiques, de ce qui est attendu, des exigences spécifiques de CBI, il est attendu du projet de fournir des recommandations pour développer des méthodologies de certification de l'agriculture carbone au sein de l'Union européenne et de prévenir activement la dégradation des sols, la perte de biodiversité et de carbone. Donc c'est un appel qui est assez global. Comme vous le voyez, qui a priori concernerait plutôt les adhérents de Xylo Futur, Innovalliance. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. L'appel suivant, c'est un autre RIA également, qui est sur les microplastiques. Donc là, c'est un RIA. Le TRL attendu à la fin du projet, c'est également un TRL 5. Le budget qui était indiqué, c'est un budget de 7 millions d'euros. Donc, il est attendu une contribution européenne pour ce projet de 3,5 millions d'euros. Et le taux de financement est de 100%. Donc, les résultats attendus, donc c'est des systèmes d'administration biodégradable, donc SSBD. SSBD, c'est Safe and Sustainable by Design. Donc, en français, c'est sûr et durable par conception, de produits fertilisants à grande échelle, avec un effet d'entraînement potentiel sur les autres intrants supplémentaires, donc pesticides, semences, qui sont applicables à l'agriculture. Et donc, il est attendu une meilleure compréhension du processus de biodégradation, des facteurs de contrôle des systèmes de distribution biodégradables, de produits fertilisants et leur impact sur le développement des plantes, sur la santé des sols, y compris le microbiome des sols, et sur l'eau. Et également, création de nouvelles chaînes de valeur avec des synergies accrues entre les agriculteurs et les industries biosourcées. Donc, pour cela, le champ d'application, c'est de développer des processus de production circulaire et durable pour de nouveaux systèmes d'administration biosourcés et biodégradables pour les produits fertilisants. Et également évaluer l'applicabilité des systèmes d'administration à d'autres intrants agricoles possibles tels que pesticides et semences, comme on disait au-dessus. Valider le système d'administration à l'échelle donc du laboratoire ou à l'échelle d'essais sur des terrains à petite échelle, en garantissant l'efficacité agronomique, la sécurité, l'extensibilité, la durabilité, avec des propriétés similaires ou améliorées
par rapport au système conventionnel. Et enfin, évaluer à long terme la biodégradabilité des systèmes d'administration lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions naturelles du sol, en appliquant des tests, en appliquant des méthodes et des protocoles standards. Et tenir compte également de la dispersion dans l'eau. Donc, en plus de ces exigences du CBI, en appliquant dans le cadre de la SSBD, prendre en compte les systèmes de distribution et leurs produits de décomposition, donc y compris les microplastiques, et tenir compte des différents systèmes agricoles, donc y compris l'agriculture biologique. Et dans le cadre du MAA, donc du MAA, c'est Multi-Actor Approach, s'engager avec les agriculteurs à développer et tester les nouveaux systèmes de distribution dans les fermes de démonstration pilotes. Donc, impliquer d'autres acteurs qui seront touchés par les résultats de ce projet. Ce qu'on va appeler les utilisateurs finaux des résultats de ce projet, afin d'analyser les effets sur le développement des plantes, la santé des sols et la santé de l'eau. Donc ça vous donne une idée aussi de ce RIA qui peut être intéressant. Ensuite, le IA 03, Scaling Up Nutritional Proteins from Alternative Source. Donc là, c'est un IA, une Innovative Action. Le TRL attendu à la fin du projet, c'est un TRL 7. Donc là, on attend 14 millions d'euros. Et Expected EU Contribution per projet, c'est 7 millions d'euros. Et là, comme c'est une Innovative Action, c'est 60% de financement, à part pour les entités, tout ce qui non-profit, donc les universités, les entités, les organismes de recherche publics ou les ONG. Donc les résultats attendus, donc ça va être la disponibilité accrue de protéines nutritionnelles d'origine durable, augmentation de la résistance des systèmes alimentaires grâce à la diversification des sources de protéines. Donc là, c'est vraiment sur la protéine. Contribution à la durabilité des systèmes alimentaires, donc en utilisant les terres, l'eau, la consommation d'énergie, le cycle de l'azote, les nutriments, et sensibilisation accrue des consommateurs et meilleure acceptation des protéines provenant de sources alternatives aux protéines habituelles venant de la viande, des poissons, ce qui existe actuellement. Donc au niveau du champ d'application, ils attendent une démonstration de processus innovants pour l'extraction et la production de protéines destinées à être utilisées comme aliments nutritionnels à partir donc de sources alternatives via les plantes, les invertébrés, les micro-organismes, les champignons, tout ce qui est biomasse aquatique et fermentation de matières premières biosourcées. Protéines nutritionnelles ciblées pour l'alimentation humaine, donc production de protéines pour l'alimentation animale qui est également envisagée. Donc protéines pures, mélange riche en protéines et ingrédients enrichis en protéines entrent également dans le champ d'application. Il faut prendre en compte tout ce qui est DSP, donc tout ce qui est séparation et le processus de séparation et de purification, et afin d'atteindre une qualité et une stabilité et viser les applications finales et démontrer une indication nutritionnelle des protéines et leur effet sur les formulations alimentaires. Donc d'autres propriétés sont également prises en compte en fonction de l'application. Donc c'est très vaste et c'est attendu une application avec des recettes à la fin, enfin vraiment application pour l'humain et pour les animaux également. Donc, en plus des exigences du CBI, il faut tester les protéines et les formulations développées conformément aux exigences de l'UE et de l'EFSA, donc, qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, identifier les lacunes réglementaires potentielles et fournir des recommandations pour surmonter tout ce qui serait goulet d'étranglement potentiel. Et il faut également inclure une tâche sur la sensibilisation et l'acceptation par les consommateurs.
Donc, impliquer des utilisateurs finaux, donc y compris des consommateurs, pour évaluer l'acceptation par le marché des nouvelles protéines et incorporer les idées dans le développement des produits. Donc voilà pour le IA 03 et enfin le IA 05, donc SSBD Bio-Based Polymère Copolymère Unlocking New Market Applications. Donc là, c'est une Innovation Action encore. Le TRL qui est attendu à la fin du projet, c'est un TRL 6-7 pour un budget de 14 millions, donc par projet, c'est 7 millions d'euros. Et le taux de financement, 60%, excepté pour toutes les entités légales qui ne font pas de profit. Donc, sur ce qui est attendu sur les résultats, c'est de disposer d'une plus grande gamme de copolymères biosourcés, donc à base, encore une fois, de SSBD, tout ce qui est conception sûre et durable, répondant aux exigences du marché. Propriétés améliorées ou nouvelles qui débloquent de nouvelles applications et ou de nouveaux secteurs de marché. Amélioration de la durabilité, de la sécurité et de la circularité par rapport aux critères de référence qui sont sélectionnés. Et amélioration de l'acceptation sociale des produits biosourcés dans le cadre de la transition vers des matériaux durables. Donc, il faut démontrer, donc avec un TRL 6-7, que la production de structures copolymériques biosourcées avec des propriétés fonctionnelles au moins égales à celles des homologues fossiles et ou supérieures aux références biosourcées. Donc, l'ajout de nouvelles fonctionnalités par rapport aux critères de référence est également pris en compte. Il faut également prendre en compte les mesures d'efficacité des ressources afin de réduire les coûts, améliorer la durabilité, comme par exemple la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage de l'eau, le recyclage des catalyseurs ou biocatalyseurs, la valorisation des flux secondaires, des sous-produits, etc. Et inclure une tâche de validation, donc au minimum à la fin du TRL 5, de validation des structures copolymériques ciblées dans des produits finaux qui répondent aux exigences du marché. Et garantir la transformabilité et la compatibilité des copolymères avec les voies de conversion en aval pour obtenir des produits finis. Et éco-conception de la structure copolymérique biosourcée et des produits finis connexes, afin de tenir compte de l'éco-conception durable et d'adresser également la fin de vie du produit. Parce que la mise en décharge et l'incinération ne font pas partie des options d'élimination des déchets dans cet appel-là. Donc, valider les options d'élimination des déchets sélectionnés pour la structure copolymérique qui va être développée au niveau TRL 5 du projet au minimum. Donc, voilà pour le dernier appel qui vous donne une autre idée. Pour les résultats 2024, Noémie en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, l'an dernier, il y a eu 298 projets soumis. Donc, il y en a 9 qui n'ont pas passé les critères d'éligibilité. Il y en a 30 qui ont été invités pour le Grant Agreement Preparation. Et il y en a 35 qui étaient placés en liste de réserve. Donc, les résultats, les projets commencent à peine, donc c'est pas complètement public. La liste finale des projets financés, Noémie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que pour l'instant, on ne la connaît pas. En tout cas, les projets vont commencer à communiquer sur ça dans ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, je ne sais pas si on est à 30 pour le moment ou un peu plus s'il y a des appels des projets placés sur la liste de réserve qui ont été appelés. En tout cas, ça vous donne une idée des projets qui étaient au-dessus lors de l'évaluation du seuil pour l'évaluation, mais qui n'ont pas passé, qui ne sont pas arrivés dans les projets financés ou dans la liste de réserve. Donc, pour vous montrer la compétitivité qu'il y a derrière ça, il ne suffit pas d'être bon, il faut vraiment être excellent sur l'écriture de votre proposition. Et il y a 105 projets qui étaient en dessous le seuil qui permet de financer les projets.
Pour vous donner une idée, on a listé les principaux défauts et faiblesses qui ont été mises en avant par le CPI à la suite de l'évaluation de l'année dernière. Si c'est 0 sur 5, c'est que le critère n'est pas adressé. Si c'est 1 sur 5, le critère est très pauvre, donc ce qu'on appelle vraiment une faiblesse forte. 2 sur 5, la faiblesse est conséquente. 3 sur 5, c'est bon, mais il y a quelques défauts, shortcomings qui vont appeler, et 4 sur 5, c'est très bon, avec éventuellement quelques défauts, et 5 sur 5, il n'y a aucun défaut, c'est excellent. Donc, le top 5 des faiblesses les plus fréquentes. Donc, la première, c'est l'impact. Les outcomes attendus du topic, de ce qu'on vous a montré de l'appel, ne sont pas là. Le projet ne correspond pas à ce qui est attendu par l'appel. Ensuite, c'est tout ce qui va être au niveau de l'excellence. La méthodologie du projet n'est pas claire. Au niveau 3, l'ambition d'aller au-dessus du state of the art et de d'atteindre, enfin de prouver qu'on va atteindre le TRL attendu. C'est pas assez clair, c'est pas démontré clairement. Également dans l'excellence, est-ce que le projet rencontre vraiment le champ d'application qui est attendu sur l'appel? Et enfin, la mise en place du projet, tout ce qui est plan de travail, donc la structure globale, les tâches, les milestones, les délivrables. Il arrive que ça soit pas assez clair et que ça soit pas assez décrit, que ça colle pas assez au projet. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Et pour donner également une idée de tout ce qui va être faiblesse, shortcomings, ça se regroupe un peu. C'est aussi tout ce qui est donc l'impact, tous les outcomes de l'appel qui ne sont pas attendus. Donc là, on va plutôt être sur des défauts, ça va être plus léger. Pour la mise en place du projet, donc le work plan, on revient là-dessus. Souvent, le tableau des risques, ça va plutôt être un défaut qu'une faiblesse. Ça va être moins fort, mais il faut faire très attention au tableau des risques en incluant des mesures de mitigation. Et l'excellence, la méthodologie et l'excellence également, l'ambition et TRL appropriés. Donc ça vous donne une idée. Pour résumer, il faut vraiment faire attention à chaque partie, mais ça vous montre à quel point l'évaluateur va regarder vraiment partout, va regarder la cohérence du projet, va regarder enfin, la première chose à voir, c'est est-ce que mon projet correspond à l'appel à projet, et si oui, vraiment, comment j'atteins le champ d'application, comment j'atteins les résultats attendus. Merci. Et donc, sur les Anna, propositions. Oui, pardon. il faudrait accélérer un petit peu. OK. Au niveau du temps, sur les propositions qui ont eu des résultats maximaux, enfin, c'est-à-dire des notes maximales entre 13,5 et 14,5 qui peuvent être financées. Là-dessus, ce qui a pêché l'année dernière, c'était l'impact, le business model, la viabilité financière, et plutôt des détails dans le work plan, et tout ce qui est aussi également toujours dans l'impact, les mesures de communication. Donc, il faut vraiment faire attention à l'impact dans les CBI, tout ce qui est business case, business model, business plan, et comment votre projet va traiter ça. Nous, ce qu'on peut conseiller également, donc c'est ce que disait Noémie au départ, de vous familiariser avec toute la documentation CBI. Tous les différents documents, on a mis les liens dans les slides pour vraiment comprendre le contexte, les objectifs, les priorités. Ça va vous aider à construire votre projet. Il faut commencer tôt à préparer votre projet. Il
il y a vraiment, ça a été prouvé, c'est pas que sur les CBI, sur la plupart des projets européens, plus on commence tôt, plus on a des chances de succès. Construire le plus vite possible un consortium qui est solide, qui couvre tout ce qui est attendu par l'appel. Et il faut vraiment avoir une bonne compréhension des critères d'évaluation et de la structure du draft, du template qui est attendu par CBI, et être ambitieux, mais également réaliste et crédible. Vraiment, il faut s'appuyer, il faut que ça se ressente dans ce que vous écrivez et toujours justifier. Il faut être clair et convaincant lorsque vous écrivez. Donc, pour résumer, un projet gagnant, c'est un projet qui est dans le scope du projet, qui rencontre les critères d'évaluation, qui est clair et convaincant et dans l'écriture. Et enfin, pour terminer, quelques slides sur nous, PNO. PNO, on est un groupe européen avec le siège qui est basé aux Pays-Bas. On a plus d'une quarantaine d'années d'expérience, donc on est dans une dizaine de pays différents. En France, on est basé à Paris, à Toulouse où est Noémie, et à Lyon où moi je suis. Slide suivante, s'il te plaît, Noémie. Et pour vous donner une idée de notre expérience dans les projets CBI, sur les 20 qui ont été financés depuis le début du programme, on en a accompagné 9. Donc le projet Scale qui est en train de se terminer, Resolute qui est fini, After Biochem qui est fini, Biosco qui est fini également, Agrishem Way également fini, Seedplant qui est en cours, Farming qui est en train d'être fini. Circle Flagship, Terrifix sont d'autres projets qui sont également finis. Et on a un nouveau flagship qu'on gérera également, comme c'est le cas de Scale Farming et Seedplant qu'on gère actuellement, qui sera communiqué et annoncé au mois de mai. Et au niveau des Innovation Action Demo, des RIA et des CSA, on a également d'autres projets qu'on a accompagnés et qui sont soit encore en cours, soit qui sont terminés. Donc Bionir, Biobesticides, Demeter, Countless, Biopun, BioInSouth, Pilot for EU, ValueMag et Excorn Seed. Donc voilà, ça vous donne une idée de notre track record. Et slide suivante, s'il te plaît. Et donc, juste pour vous expliquer comment on travaille sur une proposition CBI. Donc, nous, on va avoir un premier rendez-vous avec vous pour expliquer le projet, expliquer comment on travaille, pour qu'on comprenne vos besoins. On va faire matcher vos besoins avec les appels, avec ce qui existe, et on va prendre tout le temps avant la soumission du projet pour développer vos idées avec vos inputs et en faire des propositions gagnantes. Et on prend en charge tout le processus d'application, d'écriture du projet. Et on propose également un support dans le management du projet une fois le projet financé. Et pour chaque projet, on a une équipe chez nous qui est dédiée là-dessus sur l'écriture. Donc, on a un senior consultant, donc pour le coup, des profils comme Noémie ou le mien, un ou deux consultants techniques en fonction du besoin, et un consultant financier, vu qu'on en a parlé, il y a toute une partie business plan à mettre en place également. Et c'est tout pour nous. Donc là, les sources, on les remet ici quand on vous disait de vraiment prendre connaissance de tout ce qui existe au niveau de la documentation CBI. C'est ce lien-là et vous aurez tout pour les appels 2025. Donc c'est vraiment très, très complet. Je vous remercie pour votre attention. Désolée, Sarah, pour le temps un peu dépassé. Je te Pas relaisse la de parole. souci. Merci Anna. Alors, je vous propose de passer. Alors, je vous quelques questions, mais je vous propose de passer d'abord au témoignage de Monsieur Thierry Reynaud, qui, s'il veut bien ouvrir sa caméra et son micro, il peut commencer aussi à partager après son écran. Et après, on prendra les questions à la fin, comme je l'annonçais tout à l'heure. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien, merci. D'accord. Et l'écran, je sais pas, voilà. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Oui. Très bien. Eh bien, c'est parti.
Vous me donnez combien de temps? 10 minutes, c'est ça, à peu près? Oui, oui, vous Oui, inquiétez. Oui, d'accord. 10 minutes, c'est Très bien. parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, très bien. Donc ce qui m'a été demandé, c'est de faire un témoignage un petit peu sur un projet donc qui a ce financement CBE-JU là, qui s'appelle Buy and Tier. Donc je suis responsable innovation pour la société Compositech. Alors Compositech, c'est un nouveau nom, hein, puisque la société a changé de nom le 1er mars de cette année. Avant cela, on était Faurecia Automotive Composite, donc à l'intérieur du groupe Forvia Faurecia. Donc l'entité Compositech aujourd'hui donc est devenue indépendante. Société maintenant qui est 100% française, donc avec un siège et centre technique à Saint-Malo où je me trouve, et puis deux usines donc qui sont l'une à côté de Saint-Malo et l'autre dans le centre de la France. Notre métier, c'est de concevoir et fabriquer des pièces composites alors pour le marché de la mobilité, hein, principalement automobile, un petit peu de camions, un petit peu d'autres véhicules sur roues, on va dire. Et on fabrique donc des pièces composites, alors généralement d'assez grande dimension pour ces marchés-là, donc soit des pièces de carrosserie pour des véhicules plutôt premium, soit plus récemment des boîtes dans lesquelles sont mises les batteries pour des véhicules électriques. Alors, il se trouve. Alors, j'ai fait un petit mix de slides en anglais et en français, hein, donc, ce qui est en français, c'est un peu plus un petit peu mon témoignage, ce qui est en anglais, c'est plutôt les slides du projet lui-même. Alors, on m'a demandé un petit peu de dire d'où est-ce qu'on venait vis-à-vis de notre expérience projet européen. Bon, on n'est pas des super pros du projet européen comme ont pu être les intervenants précédents. Bon, ça fait partie du dispositif des choses que l'on fait de temps en temps. Donc, on a déjà participé à des projets qui étaient terminés, alors qui étaient des projets plus classiques Horizon. Voilà. On a deux autres projets plus classiques également Horizon. Bon, la valeur ajoutée qu'on a généralement sur la participation sur des projets européens, c'est bon, on va pas se mentir, hein, l'attrait actuel, il est beaucoup sur le financement, hein, pour financer les travaux d'innovation qui peuvent aller jusqu'à 100% des dépenses, comme on l'a dit, sur des projets RIA. Après, on fait quand même très attention à ce que les projets soient en ligne avec notre feuille de route, hein, parce que autant les projets ont un intérêt si c'est le cas, autant si c'est juste chercher de l'argent, bon, généralement on est c'est vite bon, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de travailler sur des projets si ça fait pas partie de notre stratégie. Bon, alors après, dans les autres intérêts, au-delà du financement, bon, bah, ça permet quand même de faire une veille active de travaux de R&D, notamment, puisque généralement, il y a pas mal de centres techniques d'université un peu partout en Europe qui sont impliqués dans les projets. Donc, ça permet d'être un petit peu à la pointe de ce qui se passe dans ce domaine-là, et puis de développer son réseau, et puis de connaître effectivement pas mal de compétences un peu partout en Europe, bon, qu'on aura peut-être du mal à trouver autrement. Moi, ce que je note comme difficulté générale sur ces projets européens, on reparlera du dispositif CBE mais juste après. Moi, ce qui m'embête le plus généralement, c'est le peu de flexibilité, parce qu'on a beaucoup expliqué l'importance là du document remis à l'Europe, qui est le document ensuite qui est accepté. Alors après, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce qu'on a écrit dans le proposal, ça devient en gros un contrat, hein, et que donc on est censé faire exactement ce qui est marqué dans ce proposal, et généralement pas autre chose. Alors, ce qui généralement, quand on est dans l'industrie, pose souvent des problèmes, parce que c'est rare qu'on fasse des projets, nous, en interne, où on part le jour J, on attend un an pour savoir si on le démarre ou pas, et puis une fois qu'il est démarré, on fait 3 ans sans se poser de questions. Bon, généralement, on aime bien avoir des jalons, on aime bien modifier ce qui était prévu au départ. Et ça, c'est quand même un peu difficile à faire dans le cadre d'un projet européen. Tout au moins, c'est des discussions avec des project officers qui sont pas forcément sur la même longueur d'onde que nous. Donc ça, bon, faut le connaître, et puis il faut surtout faire très attention à ce qu'on écrit au départ des proposals pour pas être mis en défaut et pas s'engager sur des choses que finalement on n'a pas envie de faire, etc.
Bon, après, évidemment, il y a tout ce qui est lié aux problèmes de communication, hein. Généralement, c'est des consortiums importants avec plein de partenaires, avec des objectifs différents, hein, des centres techniques qui n'ont pas du tout les mêmes temps de temporalité que la nôtre, ou même pas les mêmes objectifs, hein. C'est souvent très difficile d'avoir un focus économique, hein. Il y a un petit peu, je trouve, un delta entre l'importance du business plan et puis, disons, après, je trouve, parfois on travaille sur des choses qui sont pas très économiques par derrière, mais bon, voilà. Et puis après, évidemment, on est plein de membres dans des pays différents, donc c'est souvent un petit peu compliqué quand même. Alors pourquoi on s'est lancé dans un projet CBEGU, donc de manière, alors pour être très clair, on n'est pas le on n'est pas le pilote, hein, on est un des partenaires. Donc on a été invité à participer à un projet avec un partenaire qu'on connaissait déjà, qui était déjà dans un des autres projets auxquels on participe actuellement. De manière très transparente, je vous dirais que quand on a commencé à participer à ce projet, j'avais pas du tout de notion de la différence entre un projet Horizon classique et un projet CBE, hein, donc je l'ai un peu découvert en cours de route. Donc c'était pas une volonté en tant que telle, hein, clairement. Et puis après, le fait est, c'est qu'il y a eu un appel à projet CBE qui était clairement dans une thématique qui est qui est dans notre roadmap, hein, donc c'est clairement pour ça qu'on a souhaité participer à ce projet-là. Alors le projet en question, donc il s'appelle Biontier. Donc l'appel à projet, il était lié au développement de pièces haute performance en utilisant des biocomposites circulaires. Et donc on a vu ça comme une opportunité. Alors notre métier, nous, c'est effectivement de faire des pièces composites haute performance. Alors aujourd'hui, on est 100% sur des matériaux issus du pétrole et sur des fibres issues de l'industrie, hein, pas du tout rien de bio dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a vu ça comme une opportunité pour apprendre, hein, tout simplement, et puis pour casser le cycle poulet-lèvre, hein. Est-ce qu'on commence? Non, parce que c'est trop cher, et puis qu'on ne sait pas si ça marche. Voilà, donc on a décidé d'utiliser ce projet pour se mettre un petit peu le pied à l'étrier. De manière un peu plus précise, les objectifs de ce projet, donc qui sont... Alors c'est un projet multifilière, hein, il n'y a pas que l'automobile. Il y a un fort focus automobile quand même, hein, mais il y a d'autres domaines. Il y a de l'aéro, il y a du réservoir hydrogène, il y a de la filtration dans les autres applications. Et l'objectif est vraiment de faire des démonstrateurs applicables sur des produits donnés en développant des matériaux composites. Alors avec un objectif qui est très très ambitieux, puisque c'est avec 95% de matériaux biosourcés, hein, sachant que, comme je vous le disais au début, on part de zéro, hein, donc passer de 0 à 95, c'est très ambitieux. Mais c'est ce à quoi on s'est engagé dans ce projet-là. Alors le consortium est assez large, hein. Je n'ai pas recompté, je crois qu'on est 25 partenaires. Vous nous voyez là, Compositech dans les end-users, donc avec des cas d'études qui sont très très clairement définis depuis le début du projet. Pour info, le pilote du projet est un institut en Grèce qui s'appelle Force, qui est un petit peu la personne qui a réellement monté le projet étant l'université de Newcastle, mais qui a souhaité se mettre un petit peu en arrière avec le fait que l'Angleterre n'est plus en Europe. Mais bon, c'est plutôt UNN qui clairement a tout fait en termes de montage. Après, il y a plein de centres techniques, comme vous voyez, un peu partout en Europe. Et puis, quelques sociétés plus spécialisées dans les matériaux. Voilà. Alors, juste quelques petits détails sur... je vais pas y passer trop de temps parce que je suis pas sûr que tout le monde soit des passionnés de composite dans l'assistance. C'est peut-être pas ça l'important dans cette réunion. Donc, juste pour citer un petit peu les cas d'études. Alors, nous, on pilote en fait un cas d'étude, mais qui ont en fait trois pièces concrètement, donc qui tournent toutes autour des battery housing, donc des boîtes dans lesquelles sont mises les batteries sur les véhicules électriques, hein, donc des très grandes pièces qui peuvent aujourd'hui être faites en composite. Il y a également des pièces intérieures qui sont travaillées par
par Stellantis, et puis après d'autres cas donc, qui sont encore plus haute performance que les gars automobiles, hein, donc des pièces aéronautiques qui sont là pour remplacer des pièces en carbone époxy. Et puis un réservoir, alors par contre qui est tout petit, un réservoir hydrogène, là aussi pour remplacer du carbone époxy. Donc dans le projet, donc typiquement les pièces qu'on adresse, donc comme je disais, c'est des batteries housing. Alors aujourd'hui, c'est des pièces. Alors on parle des couvercles donc faut imaginer les batteries étant à l'intérieur de cette grande boîte qui se trouve sous la voiture. Top cover donc qui aujourd'hui est fait soit en acier, soit en aluminium, soit en composite. Donc on en fait un certain nombre de pièces en composite, donc à partir de matrices polyester thermodure et de fibres de verre. Et puis également une autre pièce, donc qui est la pièce de protection en dessous, donc c'est le côté route, qu'on appelle la base plate, où là aussi les solutions sont aujourd'hui de l'acier, de l'alu ou du composite, donc cette fois-ci plutôt de l'époxy, fibre de verre ou fibre de carbone, donc pièce plutôt plus structurelle. Donc dans ce projet-là, ce qui est certain, c'est qu'on travaille sur des fibres naturelles. Ça, je dirais, c'est le point principal du projet. Fibres de lin, donc l'occasion pour nous de nous faire une expérience avec ces matériaux-là, donc sous forme de tissu et sous forme de mat fibre coupée. Et on a un process déjà dans notre société qu'on utilise habituellement avec des fibres de verre pour mélanger des résines thermoplastiques avec des fibres sous forme de rouleau. Donc là, le challenge actuellement, alors je n'ai pas mentionné, le projet a démarré au mois d'octobre 2024, hein, donc il est relativement récent encore. On est parti pour 3 ans, on est plutôt au début du projet. Donc actuellement, on est encore sur la phase du choix du thermoplastique biosourcé qui est clairement plus compliqué que le choix de la fibre. Donc l'idée ensuite étant de faire des semi-produits, donc l'un sous forme de tissu imprégné, ce qu'on appelle des organochites, avec beaucoup de fibres à l'intérieur. Et puis des plaques de matériaux glace thermoplastique, donc qui sont là plus de résine et moins de fibres coupées, avec un matériau qu'on souhaite capable de s'écouler dans un moule pour pouvoir faire des formes complexes. Vous voyez ensuite les formes de pièces. Alors la pièce noire, là, c'est une pièce qu'on a en série actuellement pour Stellantis, qui est montée par exemple sur la Peugeot 208 électrique, donc qui est faite en verre, fibre de verre polyester, qu'on va essayer de faire avec ces matériaux biosourcés. Donc voilà globalement le sujet du projet. Alors notre tour d'expérience plus spécifique sur le CBE, donc on va retrouver un petit peu des choses qui ont été dites, hein. Donc alors c'est vrai que nous, dans le cadre du consortium auquel on a participé, on nous a pas trop donné le choix. C'était l'histoire du ICOP, là, In-Kind Contribution, là. Donc on nous a très très fortement incité à devenir membre du BIC, là, donc le Bio-Based Industry Consortium. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que, comme expliqué, lors de la phase de montage, donc on s'est engagé à devenir membre du BIC si le projet était retenu pour financement. Donc on a eu la chance que le projet soit effectivement sélectionné. Donc ensuite, dans la phase du Granting Agreement, donc on a concrétisé notre adhésion à BIC pour les 3 années du projet. Donc ce qui veut dire, bon, il y a eu la discussion est relativement ouverte, hein. C'est pas des gens qui sont quand même puisque en fait le projet a démarré en mois d'octobre, donc en fait on a dû devenir membre concrètement à partir du 1er janvier 2025, hein, pour les 3 années du projet restant. On a payé l'adhésion donc à partir de janvier 2025. Alors comme dit, hein, le montant de l'adhésion dépend de la taille de société. Alors après, je ne sais pas s'il faut en faire une règle générale, parce que quand on a contractualisé avec le BIC, on était encore Forvia, donc on était une société de 150 000 personnes, donc il n'y avait pas tellement de doute sur la taille de la société. Donc on était une société de grande taille. Bon, malgré tout, on nous avait effectivement parlé de 30 000 € par an au départ, et finalement,
Bon, finalement, on paye, l'engagement est actuellement de 10 000 € par an. Alors, je ne sais pas, peut-être pas à prendre, à vérifier au cas par cas, peut-être, je ne sais pas les raisons, mais concrètement, notre adhésion BIC est de 10 000 € par an sur les 3 années, fois 3. Donc effectivement, après le financement, donc c'est un projet Innovation Action, donc on retrouve bien les 60% de financement dont on a parlé. Et en complément, par contre, ça, je crois pas que ça a été donné, il y a une partie, une fois qu'on est membre de BIC, il y a aussi une partie du financement, donc des 60% là, qui est à verser au BIC, encore une espèce de taxe supplémentaire. Donc qui représente 4% du total grant, hein, donc au moment du préfinancement, donc c'est quelque chose qu'on a déjà versé, donc 4% je vais faire des chiffres simples, si on avait reçu 1 million de l'Europe, donc on aurait payé 4% de ce million à BIC. Et ensuite, il y a un deuxième versement à faire lors du second et dernier préfinancement du financement de l'Europe, donc qui sera de 2,5%. Donc au total, ça fait 6,5% en plus de ce budget versé par l'Europe qui est à redonner au BIC. Voilà. Alors après, ce qu'on peut noter aussi, c'est que les project officers, c'est-à-dire les personnes qui suivent concrètement qui sont les représentants de l'Europe lors du suivi du projet, donc ce sont des project officers qui sont dédiés à ces financements CBE, c'est pas les mêmes personnes que ceux qui sont dans les autres projets Horizon. Voilà, ça change pas grand-chose, mais c'est juste pour info. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair et très enrichissant. Donc, je vais prendre les relais pour la dernière partie de ce webinaire et je vais y aller très, très vite. Je vais vous parler rapidement de l'accompagnement qui est proposé par les pôles des compétitivités aujourd'hui. Parce que nous, en tant que structure et réseau d'entreprise, on vous accompagne sur ces financements. Comme vous le voyez, notre première mission, là, en fait, c'est celle de vous faciliter l'accès et donc déjà de vous les faire connaître. Donc, on fait une veille et toutes et tous. On organise des webinaires comme celui-ci, des événements d'information et de sensibilisation. Mais on va aussi plus loin et pour vous accompagner en tant qu'entreprise ou structure de recherche, en fait, une fois qu'on connaît vos besoins et vos intérêts, on peut cibler des appels à projets et attirer votre attention sur cela. On peut mettre en place un diagnostic de vos besoins. On vous accompagne sur le montage proprement dit à différents niveaux. On peut soit s'engager dans la régulation pour certains pôles, mais aussi simplement vous aider à aller à la quête des partenaires, tant au niveau national comme en Europe. On va t'engager sur une relecture des dossiers, bien souvent. On va vous aider à structurer votre idée, etc. On va promouvoir aussi les dispositifs d'aide qui existent dans certaines régions pour accompagner les entreprises sur ces financements. Je le disais, on vous aide à la recherche des partenaires, à la lecture des dossiers et quand vous avez un succès, on vous aide à communiquer tout ce que vous savez sur les projets européens. C'est toujours très important, il faut faire très attention aussi aux objectifs de communication et de dissémination. Tous, nous avons des réseaux élargis, qui soient au niveau national, qui soient en Europe. Tout à l'heure, je vais vous passer une question. Comment on va identifier des projets, des consortiums qui sont en cours et comment on va s'y intégrer dedans? Mon premier réflexe, ça serait de dire, faites-vous connaître, manifestez-vous avec vos idées, vos expertises auprès de vos pôles. On vous aidera à faire les relais, à vous mettre en contact, soit avec des consultants de confiance, soit avec des pôles des points de contact nationaux, mais aussi à travers nos partenaires à l'étranger. On vous mettra en valeur et on vous aidera dans votre quête de partenariat. Donc, je le dis, aujourd'hui, ce webinaire est organisé à l'Innovalliance, mais avec l'appui des 4 autres pôles de compétitivité. Je vous ai mis ici les personnes qui sont dédiées à l'Europe et auxquelles faire référence si vous êtes adhérent de l'un de ces pôles. Et si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas quand même à venir vers nous. On vous accompagnera autant que possible. Et pour finir, en fait,
On va répondre à vos questions, mais je vous remercie pour votre attention déjà et je vous incite à répondre au questionnaire de satisfaction dont vous trouvez un QR code ici, mais aussi sur la conversation, vous allez retrouver les liens. Ça prend 2 minutes et ça nous permet, comme je le disais, déjà d'évaluer cette opération et de voir par la suite, en fait, comment s'améliorer sur ce type de webinaire. C'est le moment des questions. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y, n'hésitez pas à aller taper sur l'onglet de conversation. Et sinon, en fait, je vais prendre celles qui sont dans les chats. Donc, Claudia demande, est-ce qu'il y a un membre d'un pôle de compétitivité peut être une affiliated entity ou third party du pôle dans un projet européen? Anna, peut-être tu veux répondre à cette question. Tu as déjà donné un premier niveau de réponse? Oui, j'ai vérifié parce que les pôles sont des associations, si je ne m'abuse, et les associations, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pas. Surtout que bénéficier. Enfin, c'est plutôt pour des gros instituts de recherche ou des entreprises qui ont des entités affiliées. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt. Là, je pense que pour les membres de pôles de compétitivité, il faut mieux participer en tant que bénéficiaire, surtout que vous avez une visibilité. Donc, c'est plus intéressant. Ok. Après, il y a du cas par cas, hein, Claudia. On peut voir au cas par cas également. Parce que je vois que la question vient de Claudia de Xylo Futur, donc on peut en discuter s'il y a des situations particulières. Autre question, est-ce qu'il est possible de rejoindre un consortium existant sur une des thématiques? Comment faire pour connaître les projets en cours de montage? C'est un peu la question d'heure, hein, donc je pense qu'on partage cette vision. Il faut se faire connaître, il faut connaître son expertise, il faut se rendre visible. Pour cela, il y a plein de manières différentes à faire. Déjà, la première chose, je vous le disais, vous êtes membre d'un pôle de compétitivité, manifestez-vous auprès de nous. J'aurais tendance à vous dire, participez aux Infodays européennes, participez aux événements des réseautages. C'est là que vous allez connaître vos futurs partenaires et vous allez voilà, à la rencontre aller découvrir qui est en train de monter un consortium. Anna, Noémie, vous voulez ajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Oui, juste pour dire en plus de ce que tu dis déjà, ce que présentait Thierry, c'est typiquement ça, participant déjà sur des horizons Europe et après il arrive sur des projets plus gros, CBI. Donc typiquement, faites-vous connaître dans votre réseau. Et ensuite, donc tu parlais des Infodays. Cette année, l'Infoday CBI qui a déjà eu lieu en avril, en fait, il laisse ouvert la plateforme d'enregistrement jusqu'à la date de soumission. Donc jusqu'à septembre. Donc inscrivez-vous là-dessus. Vous allez avoir toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées par des CBI qui sont dessus. Donc vous ne saurez pas forcément quel call, mais ça permet de commencer le réseautage. Il y a la page de l'appel sur le site d'Horizon Europe qui est ouverte et là-dessus, les personnes qui ont un intérêt spécifique pour cet appel se manifestent. Donc ça, on ne sait pas jusqu'à où ça marche, mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça a déjà marché. Et nous, chez PNO, je vous parlais du fait qu'on était un groupe européen dans une dizaine de pays différents. On a nos collègues en Espagne qui ont développé un très bon outil qui s'appelle Linking, où on va recenser toutes les personnes qui viennent vers nous ou qu'on connaît ou qui sont intéressées par un appel. Et également, on peut chercher avec cet outil au-delà des personnes qui sont recensées, des potentiels partenaires pour un consortium. Donc là-dessus, en plus des outils qu'on vous a cités, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour vous expliquer, nous, on se rémunère là-dessus. Si ça marche, on ne va pas vous demander une rémunération si on n'a pas trouvé quelqu'un ou si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour vous et qui permet de mettre en place soit un consortium, soit vous-même d'être le partenaire qui manque à un consortium déjà en cours. Voilà. Je pense donc que vous avez déjà répondu également aussi à la question suivante, quelle est votre rémunération pour l'écriture? Et Ça dépend déjà du type d'action. Donc, ce n'est pas la même chose pour un RIA ou un IA ou un CSA. Il faut aussi qu'on en sache plus sur les besoins spécifiques, quel support vous attendez de notre part. Et en général, on propose deux options. Première option avec un fixed fee.
Et deuxième option, avec un fixe fee réduit, mais une success fee pour partager les risques et les bénéfices qui est payé uniquement si le projet est retenu. D'accord. Autre question, est-ce qu'il y a des topics en candidature et individuelle? Je pense qu'on est tous d'accord sur cet dispositif, sur ces partenariats, comme la plupart des appels à projets d'Horizon Europe ou Cluster 6 par exemple, on ne parle que de projets collectifs. Donc il faut aller sur des collectifs et en plus de collectifs à l'échelle européenne. Oui, il y a cette obligation de rassembler 3 pays différents, 3 entités juridiques différentes, indépendantes, au sein de votre consortium. Et Noémie l'a bien dit, ces critères d'éligibilité. Donc, si vous ne respectez pas ces critères, votre candidature ne sera pas évaluée. Et une main levée de M. Kwaktuando. Si vous ne voulez pas écrire votre message, on va essayer de vous ouvrir votre micro. Je pense que maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Do. Je ne sais pas si c'était une erreur. Bon, sinon, c'est donc un dernier rappel fait par Elsa du pôle Polyméris et auquel je me joins et on se joint tous en tant que pôle de compétitivité. Venez à la rencontre des pôles, manifestez-vous, faites-vous connaître, dites-nous vos besoins et nous, on fera les liens avec les consultants, mais aussi avec des partenaires et on vous aidera dans votre recherche et votre montage des projets européens. Pour ma part, je vous remercie de votre participation. Pour les adhérents d'Innovalliance qui seront là demain à l'AG, n'hésitez pas à venir me rencontrer pour parler de vos idées et vos projets d'innovation qui pourraient trouver des financements aussi à l'Europe. Anne sera là également, ainsi que d'autres experts dans notre réseau. Remplissez les formulaires de satisfaction avant de partir. Et sinon, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et merci, merci beaucoup à Monsieur Thierry Renaud pour son témoignage très riche. Et à bientôt sur notre action sur les financements européens pour la bioéconomie. Bonne journée, au revoir. Merci, Merci Sarah. à tous, bonne Merci à journée. tous, au revoir. Au revoir.